Rebonjour à tous, ou bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre et donc bienvenue dans ce fameux dernier webinaire de l'année, quel ROI pour une solution SNOP. Qui est avec... Alors, non, oui, d'abord, si vous avez des remarques ou des problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat. Et si vous avez des questions qui portent vraiment sur le webinaire, qui sont destinées à nos deux experts, c'est plus pratique si vous utilisez l'onglet questions. Comme ça, on peut vraiment les suivre, vous répondre en ligne ou même les mettre en lumière. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour le côté participatif. N'hésitez pas, on essaiera d'y répondre tout au long du webinaire. Qui est avec nous aujourd'hui? Nous avons Cédric Hutt, qui est notre directeur produit chez Colibri, Mehdi Karab, cofondateur et directeur commercial, et moi-même, Bénédicte Fink, responsable marketing. Quel va être l'agenda de cette heure que nous allons passer ensemble? On va vous faire un rapide rappel sur qui nous sommes, qui est Colibri, ensuite qu'est-ce que le SNOP, pourquoi s'équiper d'une solution SNOP, ensuite les gains, et on finira par une étude de cas. On n'a pas prévu de démo aujourd'hui, mais si jamais vous voulez voir l'outil, n'hésitez pas à nous contacter directement. Cédric sera ravi de vous faire une démo directement. Rendez-vous comme vous le souhaitez. Je laisse la parole à Mehdi qui va vous parler un petit peu de Colibri. Mehdi, c'est à toi. Super Bénédicte, merci beaucoup. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous pour ce webinaire de fin d'année avant les fêtes. Voilà, comme l'a dit Bénédicte, l'objectif de ce webinaire, c'est de balayer ensemble un petit peu quels sont les différents leviers que l'on peut atteindre avec un outil, une solution SNOP et Colibri, on l'espère. Et je vais vous présenter un peu plus rapidement qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la société et la solution Colibri SNOP. Donc, sans grande surprise, le marketing a bien fait son travail. Nous sommes des solutions autour des problématiques de Sales and Operation Planning ou de plan industriel et commercial en français. Nous nous positionnons comme la solution de référence en France sur le cloud pour les sociétés de type PME et de TI. C'est aujourd'hui quelque chose qui se vérifie au travers de notre parc installé client et notre dynamisme qui est actuellement de à peu près 2 nouvelles sociétés qui rejoignent l'aventure Colibri tous les mois. On est une société de 40 personnes approximativement, la moitié dans les équipes de Cédric, notamment de R&D, pour faire un produit qui évolue régulièrement, et l'autre moitié dans la partie commerciale et consultant. On a une croissance de 33% et aujourd'hui, on a la particularité également d'être intégré à un groupe français Viséo. Donc, Colibri, c'est une petite start-up, une éditeur attaché à un grand groupe. Et Viséo, en un mot, c'est une grosse société ESN multi-spécialiste, à la fois dans l'intégration de RP, dans l'intégration d'EPM, l'intégration de CRM, qui compte à peu près 3000 personnes. Donc, Colibri, une agilité au sein d'un grand groupe et comme je le disais rapidement aussi, et comme vous l'avez vu dans cette brillante petite vidéo, nous sommes un outil cloud qui utilise aujourd'hui le cloud de Microsoft Azure. Aujourd'hui, je vous le disais, voilà, c'est à peu près 90 sociétés dans différents secteurs, l'industrie, la distribution spécialisée, l'agroalimentaire, mais on ne va pas forcément rentrer dans ce détail dans ce webinaire. Comme l'a dit Bénédicte, si à un moment donné vous êtes intéressé pour avoir un échange un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Je peux te demander, Bénédicte, de passer à la slide suivante. Je te remercie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait avec Cédric vous faire une petite piqûre de rappel ou alors au contraire essayer de prendre un peu de recul sur ce qu'est le SNOP. On a fait le parti pris de ne pas rentrer dans la théorie avec les 5 étapes du SNOP qui est un petit peu longue, donc de rester un petit peu macro. Donc, pour rappel ou pour information, qu'est-ce que le SNOP? Le SNOP, c'est un processus business structuré, donc qui contient différentes étapes et qui a la vocation finale d'aligner toutes les fonctions de l'entreprise autour d'hypothèses partagées afin de prendre une décision qui est unifiée. Donc le maître mot de pourquoi faire un SNOP, c'est d'aligner toutes les entités de l'entreprise vers une décision partagée, vers une seule et unique direction. Donc sans rentrer trop dans le détail, mais quand on parle de secteur de l'entreprise, on va le voir ensemble, mais ça va être aussi bien la partie supply, la partie commerce, la partie financière, la partie direction générale. Donc l'idée, c'est de réunir périodiquement, idéalement tous les mois, les parties prenantes de l'organisation pour rentrer dans un processus qui va se répéter tous les mois en vue de prendre les bonnes décisions. À la sortie, donc le SNOP, comme tout processus, va avoir des entrées et des sorties. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais sur les entrées, mais bien évidemment, on va le voir, il y a la partie demande, prévision, etc. Mais dans les sorties du SNOP, il va en résulter un plan qui est une vision en fait future, qui doit être partagée, qui doit être unique entre tous les acteurs, qui peuvent derrière découler les décisions qui ont été prises afin que l'organisation atteigne une efficacité maximale. Les constats qu'on va voir avec Cédric, c'est que souvent
souvent, quand on audite les sociétés, on se rend compte que chacun fait des prévisions dans son coin, chacun prend des décisions à son échelle pour couvrir son propre risque. Mais en fait, la somme des décisions qui sont prises ne correspond pas à l'optimal global. Donc, en fait, l'intérêt du SNOP, encore une fois, c'est de structurer toutes les parties prenantes de l'entreprise au sein de réunions mensuelles pour prendre les bonnes décisions éclairées afin voilà, de maximiser notamment tout ce qui va être le cash, etc. Cédric, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées, que tu voudrais rajouter Non, je pense que sur la définition du SNEP, en plus, je pense qu'elle est quand même assez communément diffusée aujourd'hui. Donc, allons-y. D'accord, voilà. L'idée, encore une fois, c'est pas de rentrer. On a pris le parti pris de pas rentrer dans la théorie très pas à pas. Donc, on va rester là-dessus. Donc, si Bénédicte, tu peux passer à une slide suivante. Je te remercie. Et donc là, cette slide, l'objectif de notre petite discussion ici, c'est d'essayer de voir ensemble pourquoi s'équiper, avant de parler de ROI, c'est déjà de prendre un petit peu de recul et pourquoi s'équiper d'une solution de SNOP. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de macro-résultats? Et donc, on a fait le parti pris avec Cédric de présenter les résultats sous forme de cascade parce qu'en fait, on va vite se rendre compte tout au long de ce webinaire que finalement une brique vertueuse va appeler différents, va impacter différents résultats positifs. Donc, si on commence vraiment très macro, pourquoi faire du SNOP? L'input, c'est numéro un, c'est d'améliorer son processus de prévision et de planification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire des meilleures prévisions? Ça peut prendre différents aspects, mais déjà, ça peut permettre aussi de les mettre à jour plus régulièrement. Donc, une meilleure prévision, déjà, c'est une prévision qui est mise à jour. C'est bête, on ne le dit pas assez, mais une prévision qui est revue une fois par an, bah, c'est pas une bonne prévision parce elle est rapidement obsolète. Donc, la première chose, c'est d'avoir une meilleure prévision en termes de fréquence. Et derrière aussi, ça va être une meilleure prévision en termes de KPI, d'indicateurs de fiabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir une adhésion un peu plus forte entre ce qu'on prévoit et ce que le marché nous achète. Derrière, si ces prévisions sont bien faites, bien améliorées, on va pouvoir faire une meilleure planification. Donc là aussi, je ne rentre pas forcément dans le détail à ce que je fais de l'approvisionnement, de la fiabilité de la production, mais l'idée, c'est que derrière ces bonnes prévisions, on va les découler en, par exemple, niveau de stock et positionnement de stock. Donc derrière une bonne prévision, si on l'utilise correctement, on va pouvoir positionner le bon stock au bon moment, au bon endroit, donc en bonne quantité. Donc ça peut passer par exemple, par des calculs de stock de sécurité plus intelligents, plus dynamiques. Voilà, très classiquement, quand on audite des sociétés, généralement, on se rend compte que quand on parle de stock de sécurité, c'est un stock qui est statique à un instant T et qui est revu au mieux une fois par an sur la base d'historique. Donc, vous voyez que déjà faire des prévisions va permettre peut-être de ne plus faire de stock de sécurité sur des historiques, mais sur de la prévision. Premier bon point, ça permet de tenir compte de la tendance. On peut faire des stocks de sécurité dynamiques. Donc, deuxième bon point, tenir compte de la saisonnalité de vos produits. Si vous êtes sur des marchés très saisonniers, des parapluies, des sets de jardin, bah, ça va tout de suite avoir un intérêt. Donc voilà, le premier impact de ces bonnes prévisions, un bon stock au bon endroit. Derrière, si ces stocks sont bien maîtrisés, bah, ça va aussi avoir un impact bénéfique pour votre taux de service. Donc là, vous allez pouvoir mieux gérer, mieux servir vos clients et ainsi diminuer les potentielles ruptures, donc augmenter votre taux de service, mais également la réduction des stocks plus maîtrisés on va moins subir ces ruptures, on va peut-être plutôt les piloter plutôt que les subir. Ce taux de service, mécaniquement, si vous êtes capable de servir un peu mieux vos clients, bah, va normalement permettre d'augmenter vos ventes. Si vous diminuez les ruptures et que vos clients ne vous reportent pas les reliquats, bah, vous allez pouvoir augmenter mécaniquement vos ventes et avoir aussi un autre effet bénéfique qui est la fidélisation client. Effectivement, bah, quand on est dans un marché concurrentiel, si vous êtes en capacité de mieux servir vos clients, ils vont plus être prompts à vous repasser des commandes. Donc, sur la partie de gauche, on voit très facilement l'impact positif d'améliorer ses prévisions. Et sur la partie de droite, on a un impact un peu plus cash, orienté cash. Donc, c'est de se dire, voilà, si on a moins de ruptures, des ruptures ou alors maîtrisées, on permet d'augmenter la trésorerie de la société. Donc, on a le stock au bon moment. Donc, on a moins de stock mort, moins de stock de surstock et moins de ruptures. Donc, tout ça améliore la trésorerie. Donc, tout ça pour se dire, c'est que tout au long de cette présentation, vous allez voir qu'on va avoir différentes options positives, de leviers de virtuosité. Et à chaque fois, ça se décline sous forme de cascade. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette première partie de pourquoi s'équiper, quels sont les gains qu'on peut attendre. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette partie-là? Non? Alors, je suis très fort pour lire sur tes lèvres. Je commence à te pratiquer régulièrement, mais eh bien, Vous m'entendez là, là? on t'entend. Voilà. Ah très bien, désolé. Ou alors tu fais très bien le ventriloque, mais c'est.
aussi, très bien. Mais non, ouais, je voulais dire rien de plus qu'effectivement, si on anticipe un peu mieux ce qui va se passer, ben, on prend les meilleures décisions. On évite de se stocker pour rien ou de découvrir qu'on n'a plus les produits pour honorer une demande. Et en fait, ça nous fait la transition assez naturelle vers la diapositive suivante où on va essayer de quantifier ça, hein. Alors, on ne l'a pas dit en début, je me rends compte maintenant. ROI, Return on Oui, Investment, retour sur oui, oui, investissement. oui, pardon. Ce dont on parle là, c'est une solution S&OP. Est-ce un bon investissement? En combien de temps on a le retour sur investissement? Autrement dit, en combien de temps les bénéfices d'une telle solution viennent-ils rattraper l'investissement initial? Donc, c'était quand même ça le sujet de départ. Et juste, quand on a passé en revue, pour nous, tout ça était évident, mais c'est peut-être pas Tu as mal de le raison. rappeler. Tu as raison, effectivement. Et en fait, ce que tu viens de montrer, qui sont les gains, la mécanique des gains, hein, d'avoir le bon stock, en gros, ou la bonne anticipation. Alors, on a tendance à raisonner stock, mais il y a aussi les gens qui travaillent à la commande. Donc, auquel cas, il faudrait plutôt parler du bon délai client plutôt que du stock ou du taux de service, va quand même permettre de réduire les coûts et d'augmenter les ventes. Et en fait, c'est la diapo suivante. Tu peux peut-être passer, parfait. Oups, là, non, la diapo sur les gains, pardon, excuse-moi. Oula, marche arrière toute. Voilà, merci, pardon. Parfait, on était déjà là. Les chiffres que vous voyez à l'écran, les chiffres qu'on avance ici sont des chiffres qu'on a mesurés. Mehdi, tu pourras peut-être en parler, qu'on a mesurés chez nos clients. Ce n'est pas des choses qu'on sort de notre chapeau, c'est des choses qu'on a sorties de nos retours clients. Mehdi vient d'expliquer la mécanique. On a évidemment à avoir des meilleures prévisions, à avoir un plan supply, que ce soit, comme tu le disais, de la prod, de la distribution, des achats, mais d'aligner les deux et d'anticiper des pics, d'anticiper des promos, de la saisonnalité au bon endroit sur les bons produits, va permettre d'avoir de la disponibilité produit et donc une augmentation du taux de service immédiat, quelle que soit la façon dont vous le mesurez. Mais en général, le principal moteur, effectivement, c'est d'améliorer ce taux de service. Et qui dit amélioration du taux de service, dit une augmentation directe du chiffre d'affaires pour ceux qui vont perdre les ventes quand ils n'arrivent pas à livrer à l'heure, ou en tout cas une augmentation ou une diminution des pénalités de retard, si pénalités de retard il y a. Et puis, de manière générale, pour les sociétés, le fait d'avoir un bon taux de service va faire venir les clients ou rester les clients. Donc, on a mesuré des augmentations de taux de service entre 2 et 10%. Évidemment, les gens qui ont amélioré leur taux de service de 10% partaient de plus loin que ceux qui ont déjà 95%, on s'en doute, hein. Mais on a une amélioration du taux de service tout simplement parce qu'on arrive à avoir les produits, à mieux anticiper les pics de demande, ou simplement à mieux mesurer les dérives, hein. On parle de prévision au sens, tout le monde s'imagine le calcul lui-même, mais le simple fait de mesurer les écarts et de se rendre compte qu'un produit ne part pas comme on avait prévu, permet de réagir à temps et de passer des réappros, par exemple, ou de retarder des réappros. Donc on augmente le chiffre d'affaires entre 2 et 10%, et le taux de service, pardon, le chiffre d'affaires 10% de chiffre d'affaires, il ne faut pas rêver, mais le taux de service. Les pénalités, j'en ai parlé. Si vous avez des pénalités de retard, si vous livrez des clients et que vous avez des engagements avec des pénalités de retard, l'amélioration du taux de service se traduit mécaniquement par une réduction des pénalités de retard, c'est une évidence. Je pense pas. Ouais. Pénalité qui, pour donner aussi un petit peu de retour, comme tu l'as dit, on l'a fait autour des retours de nos clients, pénalités qui peuvent être parfois très importantes pour ceux qui travaillent avec des grands distributeurs comme Amazon, par exemple, c'est pour pas les citer, où là les pénalités sont assez fortes. Donc c'est vrai que si on améliore mieux ses prévisions, si on fait des bonnes prévisions, on peut quand même réduire rapidement les montants liés à ces pénalités. Ouais, ouais, mais la grande Et la la grande grande distribution distribution. en général, donc si vous êtes fournisseur de la grande distribution, le sujet pénalité doit être un sujet qui au moins une fois par an est brûlant chez vous. J'ajouterais, alors on va un peu dans le détail, mais c'est pour, on a ce retour d'expérience parfois d'un peu d'incrédulité face à ces métriques qu'on mesure pourtant. On va avoir beaucoup de vos clients qui vont mesurer, qui vont vous mettre des pénalités par rapport à un indicateur de type OTIF.
Et un indicateur de type OTI va être perturbé par quelques produits qui sont toujours en rupture et qui vous plantent toutes les commandes. Il suffit qu'il soit présent dans une commande, qu'il manque une pièce d'un produit dans une commande gigantesque, on n'est pas OTI, vous avez la pénalité. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Et ce qu'on mesure souvent, c'est que faute d'outillage, on arrive à être bon sur les big runners, sur les produits là, qui font le gros du chiffre d'affaires, etc. Sur les 20% des produits qui vont faire votre chiffre d'affaires. Les 80 autres pourcents n'ont pas le temps de s'en occuper mécaniquement quand on est sous Excel et en fait, on va être en rupture de temps en temps sur ces produits-là. Et en fait, la rupture semble mineure en termes d'impact parce que ce n'est pas un produit qui fait un chiffre d'affaires incroyable, mais en termes de pénalité, ça peut coûter cher. Donc, le diable se cache parfois dans quelques détails et les pénalités sont quand même quelque chose qui peuvent vous coûter cher, sans parler de l'image de votre société qui est dégradée par le fait que vous ayez du mal à livrer dans les délais que vous promettez. Donc ça, c'était les pénalités et c'était un peu l'aspect, la première cascade à gauche dont tu parlais, Mehdi, qui sont j'améliore mon taux de service, mon chiffre d'affaires, mais je réduis mes pénalités. Bref, j'ai les produits qui sont plus disponibles. Alors, on a dans notre historique très souvent des gens qui ont déjà un bon taux de service, par contre, qui payent ce gros taux de service avec des stocks qui sont beaucoup trop importants. Donc, le deuxième aspect, effectivement, c'est de se dire, ben, c'est bien d'avoir du taux de service, mais ce n'est pas la peine de se saturer en stock de partout. Et on mesure vraiment chez les clients qui mettent en place ce type de process outillé une baisse des stocks importante. Alors, ça peut être lié simplement au fait que, ben, comme on sait qu'on ne va pas beaucoup vendre, on ne commande pas en avance, on ne commande pas trop tôt ou en trop grande quantité. Ça peut être, comme le disait Mehdi, parce qu'on met des stocks de sécurité un peu plus malins. Ça peut être parce qu'on met des indicateurs en place, des KPI qui permettent de voir que ce produit-là, ça fait 2 ans qu'on n'est jamais descendu en dessous de 3 palettes de stock et que peut-être on peut baisser un peu le stock de sécurité. Ça peut être un indicateur qui dit le minimum de commandes représente 18 mois de vente. Est-ce qu'il ne faudrait pas négocier avec son fournisseur? Donc, ça prend ça couvre beaucoup d'aspects. La réduction de stock, elle n'est pas c'est pas un effet miracle, on appuie sur un bouton, on utilise une solution de planif et puis pouf, les stocks baissent. C'est une combinaison de tout, de mieux anticiper où on a des pics, où on a des creux, de mieux anticiper typiquement les appros, de dimensionner un stock, comme on le disait, en cas de demande saisonnière, de dimensionner un stock qui sera un peu plus important en amont de la saison haute, mais qu'on va laisser redescendre très très bas à l'approche de la saison basse parce qu'on sait que le risque de survente est beaucoup plus faible. Ça prend plein d'aspects. Mais les 20% de réduction de stock, c'est vraiment quelque chose qu'on a systématiquement mesuré, je crois, ou en tout cas très très souvent. Et on va le voir un peu plus tard, cette réduction de stock à elle-même, en général, rembourse l'investissement dans une solution et un process de SNOP. Ensuite, autre sujet, qui est l'efficacité. On a un autre sujet qui est que de toute façon, un peu comme la prose de Monsieur Jourdain, de la planification, vous en faites, vous avez des approvisionneurs qui sont obligés de deviner combien il faut qu'ils approvisionnent pour honorer de la demande, qui vont passer un temps fou à aller à la pêche aux informations, qui vont passer un temps fou à récupérer de la data dans vos systèmes d'information, vos ERP, les stocks, les encours. On y reviendra à cette question intéressante. Les stocks, les encours, là aussi, c'est très, très chronophage. Alors, c'est chronophage et en plus, c'est un travail qui, en grande partie, est ennuyeux. C'est-à-dire qu'il est très répétitif. Donc, vous pouvez aller chercher un jeune talent avec la tête bien faite qui va être capable de faire des choses extrêmement intéressantes. Mais en fait, vous allez payer ce jeune talent à faire 75% de son temps, ses extractions et des corrections dans Excel. Ça va dégoûter les gens, quoi. Donc là aussi, le fait d'avoir un système intégré, une solution interfacée proprement, qui vous permet de réagir par rapport à des alertes, de vous focaliser sur là où les preuves n'étaient pas bonnes, de vous focaliser sur là où le mini de commande n'est pas bon, où on est en retard, où on a un risque de rupture. Ça permet de gagner un temps significatif sur le process lui-même. Et là aussi, c'est un facteur de gain. Et enfin, là aussi,
toutes les sociétés ne vont pas cocher toutes les cases, mais on a, en particulier si on a des grosses pénalités ou des engagements forts de service vis-à-vis de ses clients, on peut être amené à maintenir un taux de service coûte que coûte. Donc, on ne gagnera pas forcément énormément sur le taux de service parce que c'est déjà un critère chez vous. En revanche, ce taux de service, pour le maintenir, on va faire appel à des urgences, du transport aérien, de la production en urgence. Pour les industriels, on va un peu perturber l'usine, l'atelier en passant des séries un peu urgentes, ce qui a des coûts indirects jamais mesurés, qui est de dire oui, alors régulièrement, toutes les semaines, il y a une ou deux commandes séries urgentes qu'on passe pour des clients, voilà, pour des urgences. En fait, ça désorganise la prod, ça coûte, et personne ne sait mesurer ce que ça coûte, mais ça coûte. Donc on a ces surcoûts et ces urgences qu'on peut réduire également. Et tous ces éléments-là, en fait, on va le voir vers la fin, tous ces éléments-là contribuent vraiment à un gain financier quantitatif qu'on peut estimer ou mesurer a posteriori et qui permet effectivement de faire cette analyse de est-ce que c'est rentable de mettre ma capacité d'investissement de ma société, de la mettre dans la mise en place d'une solution SNOP. On le verra tout à l'heure. On a quelques questions, mais je vois qu'il y a les réponses qui fusent en ligne. Effectivement, je ne voulais pas te couper, Cédric. Il y a une question sur laquelle qui n'a pas encore été répondue par nos chers collègues. C'était la question de Frédéric qui demandait si l'IA révolutionne-t-elle déjà, les systèmes de SNOP existants. Je ne sais pas si on peut y répondre maintenant. On va y répondre tout de suite, oui, parce D'accord. que faisons la chose vivante. Alors, après, nos réponses peuvent être assez perso. Les révolutions, ce n'est pas un terme que j'apprécie beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup dans ma longue carrière, des vraies révolutions. Parfait. Merci Bénédicte. J'oublie toujours cette fonctionnalité-là. Voilà. Ouais. C'est pas forcément une révolution. L'IA, ça fait assez longtemps qu'elle est en place dans pas mal de systèmes sur le marché, à différents degrés. Alors, c'est très à la mode, on en parle de plus en plus, mais l'IA, c'est quand même une discipline qui a quelques décennies. Et on n'a pas attendu ChatGPT pour avancer sur les sujets. Donc, si je parle prévision de vente, par exemple, on a depuis très très longtemps la capacité de comparer des modèles, de choisir celui qui aurait le mieux répondu dans le passé, ce qui est une forme d'apprentissage. Pas super sophistiqué, j'en conviens, mais ça reste une forme d'apprentissage et une forme d'intelligence artificielle au sens où le système dit oui, toi, un lissage exponentiel de tel type avec tel coefficient, c'est ce qui aurait le mieux marché dans le passé. Et tous les mois ou toutes les semaines, on va challenger ce modèle et voir et le remettre en question. C'est déjà une forme d'IA un peu simple, mais c'est déjà de l'IA. Et je pense que dans la presse, ce serait considéré comme une IA super puissante par certains journalistes, facilement. Et parce que la définition est floue. Et bien entendu, on va au-delà de ça. Alors, la définition, je n'ai pas envie de m'embêter avec la définition de l'IA, mais on va de plus en plus sur des fonctionnalités plus sophistiquées. Alors, en prévision, Mehdi, tu pourras peut-être développer, parce que tu maîtrises à fond ces sujets-là, mais évidemment que les calculs de prévision aujourd'hui font de plus en plus appel à des méthodes qui sont sorties plus récemment, qui permettent de faire des analyses globales, de chercher, enfin de trouver des corrélations et de les utiliser pour améliorer la prévision. Mais de la même manière, si on admet qu'une algorithmique un peu sophistiquée, c'est une forme d'intelligence artificielle, et un plan d'appro, un plan de production qui respecte des capacités, qui fait des regroupements, qui fait des optimisations, qui choisit un barème tarifaire approprié, c'est une forme d'intelligence, en tout cas, qui contribue aux solutions SNOP et qui font gagner du temps aux gens. Complètement. Et pour aller un tout petit peu plus loin sur ce que tu viens de dire, Cédric, et je suis comme toi, je partage l'idée de terme révolution est un peu un mot un peu peut-être un peu fort. L'IA a un coût qui est quand même assez élevé, qui est celui de la data. Donc, on va pas forcément rentrer trop dans le détail là maintenant, mais tu as parlé effectivement d'algorithmie de prévision. Les modèles qui sont plutôt autour de l'IA ou du ML, on va dire en général, nécessitent un grand volume de données. Et qui dit grand volume de données dit aussi des données propres. Et
comme vous l'avez compris aujourd'hui, notre sujet, c'est le SNOP, notamment pour les PME, les ETI. Cette data, elle est souvent pas disponible. Et quand voilà, on peut pas faire raisonnablement du machine learning avec 2 ans d'historique, c'est un petit peu compliqué. Il faut plutôt des gros volumes de données, des historiques longs. Et donc, ça a un coût. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore au point où toutes les entreprises ont toute la maturité data pour pouvoir faire ça. On y vient avec notamment des clients Colibri, puisqu'on commence à les sensibiliser là-dessus et à avoir les données. Mais voilà, faut pas croire non plus que l'IA est accessible en un claquement de doigts. Il y a quand même derrière un coût qui est à minima celui de la data ordonnée, structurée et disponible régulièrement. Donc ça aujourd'hui, en tout cas de notre connaissance et de notre retour d'expérience, c'est pas encore le cas chez toutes les entreprises. Mais ouais, c'est ça. Mais pour répondre de façon large, les gains dont on parle, ils viennent de l'intelligence du système qui est toujours artificielle, mais qui est plus ou moins sophistiquée, plus ou moins intelligente depuis des calculs relativement simples jusqu'à effectivement du machine learning sophistiqué. Mais il y a tout un éventail de solutions intermédiaires qui permettent justement ces gains-là. Hein. Quand on dit qu'on gagne du temps, c'est parce que le système calcule automatiquement des prévisions, estime automatiquement l'incertitude sur cette prévision, dimensionne automatiquement un stack de sécurité, propose automatiquement de passer des commandes groupées en conteneur complet. Tout ça, vous appelez ça comme vous voulez, mais ce sont des choses qui font gagner du temps et qui est que vous rangez dans la catégorie que vous voulez, si vous IA ou pas IA, mais c'est de là que viennent les gains. Et il n'y a pas de révolution, il y a une évolution constante dans nos métiers. On améliore en permanence les choses et il y a de temps en temps un nouvel algorithme qui sort, qui est bien, qui fonctionne bien, mais des révolutions, je ne pense pas. Merci Cédric pour la réponse. Ce qu'on vous propose, c'est de vous solliciter un petit peu par rapport à ce que Cédric vient de proposer. Donc, on a vu ensemble les critères macro de gains de SNOP et on voulait vous solliciter, là, vous qui êtes présent ici, pour savoir un petit peu, pour avoir votre avis, selon vous, quels seraient les 2 critères pour votre métier, pour votre business, qui sont les plus importants à optimiser. Donc, si vous pouvez vous soumettre vos votes, donc il y a 2 choix possibles. Et comme ça sera intéressant d'avoir un petit peu vos retours. Donc on va attendre quelques instants pour que tout le monde ait voté. Ça avance bien. Je pense qu'on est plutôt bon. On va pas forcément attendre plus longtemps. Ça continue. Ça continue. Alors on attend encore une seconde. N'hésitez pas à voter. Ça vient de bouger à l'instant. On a 10, 21, 35, 50. Ah, on avait droit à plusieurs réponses. Mais on a une tendance qui se dessine. Oui, je pense qu'on peut effectivement arrêter aussi parce que pour pas que nos auditeurs s'ennuient trop. Alors, je ne sais pas si on peut le partager ou le mettre en grand, mais sinon, ce qu'il en ressort vraisemblablement. Alors, Bénédicte, je ne sais pas si on peut le mettre. Non, on ne peut pas le partager, mais vous pouvez dire les résultats. Sachant que c'était les 2 critères les plus importants, donc il y en a 2 qui sortent majoritairement. Effectivement. Donc, les 2 critères qui sont les plus importants, c'est l'augmentation du taux de service et du chiffre d'affaires en numéro 1 et en numéro 2, juste après, la baisse des stocks et des obsolescences. Alors, sans surprise, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, la balance taux de service, baisse des stocks, c'est le traditionnel mis en avant. Et j'aurais été étonné que ces deux-là n'arrivent pas en tête, hein, pour tout dire, parce que mais on note qu'il y a un beau challenger avec la réduction des surcoûts et des urgences, qui laisse quand même penser qu'il y a un sujet en ce moment sur... on sort où on est encore en période pénurique, donc je pense que ça perturbe particulièrement les supply chains. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a près d'un quart des votes qui concernent la réduction des surcoûts et des urgences. Après, bien entendu, il y a un tiers des votes sur le chiffre d'affaires. Il y a égalité, hein, taux de service et baisse des stocks. C'est assez partagé. Sans surprise. Et puis, ce qu'on voit, c'est que finalement, en tout cas aujourd'hui, dans l'assistance, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui se font assassiner avec les pénalités de retard, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de votes, mais il y en a quand même eu 2. On va prendre les noms.
On les a pas, hein, je vous rassure. Mais voilà, et l'amélioration de l'efficacité qui arrive voilà, avec 15% qui arrive avant-dernier. C'est toujours intéressant. Effectivement. Mais Alors, merci pour cette participation. Donc, on a vu avec Cédric la partie voilà, gain un peu quantitatif en pourcentage, quel levier. Il y a aussi un autre versant très important et non négligeable des gains qu'on peut attendre d'un processus SNOP bien outillé, c'est les gains qualitatifs. Parce que voilà, souvent ceux-là sont moins mesurables, moins tangibles, mais ils sont pour autant très importants. Donc tu en as parlé, Cédric, rapidement tout à l'heure, mais la satisfaction client, alors on peut quand même la mesurer hein, de manière taux de service ou autre, mais voilà, c'est le gain le plus prioritaire, on va dire, la satisfaction de vos clients qui, bah, si ces derniers sont satisfaits, ils vont être plus prompts, comme je disais tout à l'heure, à s'engager sur le long terme avec vous dans une relation et donc augmenter l'engagement dans le temps de votre client. Et ça peut déboucher, si voilà, vous êtes capable de le faire sur différents clients, d'avoir une bonne image, une meilleure image de marque dans votre secteur. Un petit peu comme on essaye de faire à notre image à Colibri, à notre échelle. Voilà, donc c'est premier silo de côté qualitatif. La deuxième partie, la meilleure anticipation, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur ça aussi, Cédric? oui, volontiers. Bah, meilleure anticipation, on en a parlé, hein, et on va pas le redire, mais effectivement, on a les stocks, on a une meilleure anticipation des ventes, on arrive à prendre les décisions un peu à l'avance plutôt que de courir après les urgences, promos, et cetera. Et ça veut dire moins d'appels en urgence avec les fournisseurs, moins de changements de commandes, un meilleur respect de ce qu'on s'engage à leur commander, phasé dans le temps. Donc ça améliore la relation fournisseur tout simplement. C'est de l'informel, mais voilà, quand votre fournisseur a plaisir à travailler avec vous, il est plus enclin à vous rendre un service de temps en temps. Et puis effectivement, une meilleure gestion, in fine, des contrats fournisseurs ou des négociations fournisseurs, parce que vous serez identifié comme un bon client fiable avec qui c'est pratique de faire des affaires. Tout à fait. Et un dernier volet qui est plus, on dira, un volet interne à l'entreprise, qui va permettre, bah, tu l'as mentionné, c'est vrai que tout à l'heure, un petit peu sur, quand il s'agit, bah, notamment des ressources humaines, de recruter, d'être, voilà, de stabiliser le processus. L'intérêt, fort de Colibri, un peu comme vous l'avez pu le voir dans la petite vidéo tout à l'heure, c'est d'avoir des équipes internes plus sereines. Voilà, on va pas forcément faire une liste de tous les aspects négatifs de ne pas être outillé, mais la première, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'on est sur Excel, on n'a pas d'outils, donc on a un stress lié à la collecte de données, lié au traitement, lié à la mise à jour des données, des discussions aussi internes pour la qualité de ces données. On n'a pas les mêmes chiffres, on ne partage pas les mêmes hypothèses, donc tout ça, bah, généralement a un impact sur les tensions au sein des équipes. Donc le fait d'être outillé au sein d'un process régulier et des hypothèses partagées permet d'avoir des équipes plus sereines. Si on va un petit peu plus loin, moins de turnover, c'est-à-dire aussi que bah, si la pression est plus diffusée entre toutes les équipes, bah, on va stabiliser les équipes. Et surtout, tu as parlé tout à l'heure rapidement, c'est vrai que de l'automatisation, mais c'est vrai que dans nos métiers, quand on fait des prévisions en automatique, des plans d'approvisionnement automatisés avec du groupage, euh, on ne se rend pas compte, en 3 mots, ce qu'on vient de dire, toute la charge que ça implique derrière humaine quand on ne le fait pas dans des outils automatisés, donc dans du Excel ou autre. Donc, l'automatisation est aussi un levier extrêmement important de la sérénité des équipes et même comme tu l'as dit, hein, on va pas, quand il s'agit d'attirer des nouveaux talents, des jeunes prévisionnistes, des jeunes planificateurs, c'est assez compliqué quand on est dans une entreprise de dire, bah, jeune prévisionniste, tu vas faire tout ça dans Excel et tu n'auras pas d'outils pour t'aider. Donc même pour les entreprises, avoir un outil est un facteur aujourd'hui d'attirance de nouvelles ressources, je pense. Et la finalité, c'est aussi de réduire, on a parlé beaucoup tout à l'heure voilà, de taux de service ou autre, mais l'erreur humaine, qui est, bah, finalement très très traumatisante aussi pour quelqu'un qui va avoir fait une erreur qui aura des impacts financiers ou sur la supply chain. Donc la finalité, c'est de réduire les erreurs humaines, surtout, quand on fait des analyses, hein. On a fait ces analyses post-mortem chez beaucoup de nos clients. La plupart du temps, les erreurs viennent de tâches en plus complètement, ingrates entre guillemets, qui sont du fusion de plusieurs fichiers Excel, de la synthèse d'informations qui sont envoyées par mail pour intégrer les prévisions des commerciaux. Donc en plus, voilà, des facteurs humains qui sont importants. Donc l'idée, voilà, c'est ces 3 grands gains qualitatifs que l'on peut attendre avec voilà, des multiples
sous-thèmes, si je peux dire. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose, Cédric, là-dessus. Sur le dernier point, moins de turnover et si turnover, moins de conséquences du turnover. Dès lors qu'on a un outil qui supporte le processus, on dépend moins de la personne qui a son Excel perso, que seule cette personne sait manœuvrer, etc. Dès lors que vous avez une solution, vous avez moins de conséquences si une personne quitte votre société, s'il y a un remplacement, C'est un ça. départ, même un congé temporaire. Il y a quand même un logiciel qui tourne, la formation, voilà, l'éditeur peut vous former, peut former des nouvelles équipes. On est un petit peu moins contraint, ça c'est un premier point. Et dans la sérénité, il y a le process lui-même, pas l'outil mais le process, mais on parle des deux ensemble, et l'outil permet le process, mais qui est que dès lors que tous les mois, tous les services de la société, ça fait la transition avec la diapo suivante, mais tous les services de la société se sont mis d'accord sur un plan en disant on va retenir que c'est ça l'objectif de vente, ça l'objectif d'appro, ça l'objectif de stock, etc. Et ben, si on n'y est pas ou si on a un souci, on aura moins de guerre interne parce que on se sera tous mis d'accord sur un même plan. On n'a pas réussi à le faire, mais on sait clairement où on en est et on sort un peu d'une logique qui peut être parfois de la recherche de coupables. Mhm. Ok. Ben, je pense que on peut passer faire la transition à la diapo suivante, qui est effectivement avant d'attaquer vraiment les aspects quantitatifs du retour sur investissement, qui est peut-être de rappeler quels sont les intérêts ou les attentes ou ce que peut apporter un processus SNOP outillé aux différents acteurs de la société. Effectivement, et comme tu l'as bien dit, Cédric, et je ne l'ai pas forcément mentionné en début de présentation, les acteurs peuvent être différents en fonction de la taille des entreprises, du processus qu'on va avoir, mais on voulait vous présenter un petit peu les personas classiques qui sont impliqués dans ces réunions SNOP. Donc, en partant de la gauche avec la direction générale, les directeurs industriels qui, lui, va être impacté bien évidemment par tout ce qui va être charge, le directeur commercial, le directeur supply chain, bien évidemment, le DAF, donc le directeur financier, qui va lui avoir une appétence forte pour avoir des plans de prévision valorisés, et le DSI qui lui vise à ce que, en tout cas, le processus qui est outillé d'un point de vue informatique soit robuste. Donc, tous ces acteurs sont des personnes qui peuvent être tout ou partie impliquées dans ces réunions SNOP. Et la particularité de ces réunions SNOP, on a bien dit que l'objectif final, c'est d'avoir une vision commune et une direction commune, mais chacun a quand même besoin à son échelle d'avoir des indicateurs, des informations qui vont lui permettre de décliner à son échelle les décisions qui vont être prises. Donc l'idée n'est pas de toutes les lister, mais c'est de se dire que chacun de ces acteurs doit pouvoir accéder à une partie de l'information rapidement ou être capable de la mettre à jour. Donc voilà quelques exemples de ce que nous permet de faire Colibri. Et encore une fois, on sera ravi de faire une démonstration si vous avez des questions. Mais voilà, je prends l'exemple du directeur industriel qui est impacté tous les mois pour savoir si son plan de production va passer au haut. Une des informations clés issues de la prévision, c'est ce qu'on appelle la stabilité des prévisions. Cette stabilité des prévisions, c'est être capable tout simplement de mesurer si d'un mois sur l'autre, nos prévisions ne changent pas du tout au tout, parce que si elles changent du tout au tout, derrière, on va mettre un bazar sans nom dans le plan de production et ça va poser problème. Et tout bêtement, avoir cette stabilité de prévision, ça implique quelque chose de très simple qui est d'archiver les prévisions. Mais si on n'est pas outillé pour faire ça, ça devient très très compliqué d'être capable de dire qu'est-ce qu'on avait prévu par produit le mois précédent, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Donc voilà, c'est un exemple d'information qu'il est difficile de maintenir si on n'est pas outillé. Donc voilà, par exemple, le directeur industriel, la stabilité de prévision, c'est très important pour lui. Je prends un autre exemple, et on ne va pas tous les faire, mais le directeur financier, on a parlé rapidement tout à l'heure de la valorisation. Donc le directeur financier va être intéressé par avoir à un niveau très macro une estimation de chiffre d'affaires, par exemple. On ne parle même pas de marge, mais juste de chiffre d'affaires. Si vous n'êtes pas outillé, il va falloir collecter les prévisions, être capable de faire des gestions des prix, pour peu qu'en plus vous soyez une société qui travaille dans différentes devises, avec différents taux de change, ça peut vite devenir très complexe. Bon, voilà, l'intérêt d'avoir des outils comme Colibri, c'est en un clic, vous pouvez passer d'une unité à l'autre et avoir une vision quantitative, passer en vision valorisée sur 24 mois avec des notions des hypothèses de taux de change, des comparaisons au budget. Donc, tout ça pour dire que face à ces aspects un peu, voilà, oui, tu voulais rajouter quelque chose, Cédric? Je voulais pas te couper la parole, finis ta Non, phrase. voilà, c'est de se dire que voilà, l'idée c'est qu'en fonction de la taille des entreprises, de la maturité, il y a différents acteurs qui vont être impliqués dans ces réunions SNOP et chacun va vouloir à un moment donné picorer ou avoir de l'information.
Et encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, mais il est quand même fortement recommandé d'être outillé si on veut pouvoir être capable d'extraire cette information tous les mois à la bonne fréquence, à la bonne granularité. Ouais, le DAF, lui, sera intéressé effectivement par ces aspects aussi pilotage de trésorerie. Il y a des sociétés où c'est critique. Oui. Donc qu'on puisse envoyer à un DAF tous les mois une révision de l'atterrissage budgétaire, que ce soit aussi bien vente qu'achat, par exemple. Dans les sociétés de négoce où le cash est vraiment le nerf de la guerre, c'est un confort incroyable par rapport à des extractions où ce que j'ai souvent vu, c'est la direction financière qui fait les analyses dans son coin sans être absolument au courant des décisions qui sont prises par la supply ou le commerce, donc ce qui est pire que tout. Et puis, il y a le directeur supply quand même, lui, c'est sans doute le premier client du process, puisque ça l'aide vraiment à piloter ses activités. On a une question. Voilà, super. T'as cliqué sur le bouton. On a effectivement une question pour le B2C et la visibilité long terme des ventes aux consommateurs. La patate est un peu chaude, mais il y a plusieurs sujets. Une solution SNOP, quelle qu'elle soit, va vous faire des prévisions. Ça, c'est important. Quelle que soit la solution, machine learning ou pas, on va faire une prévision basée sur l'historique, ce qu'on a vu dans le passé, et de prolonger ce qu'on a vu dans le passé dans le futur. Même si c'est un réseau neuronal de la mort, on va l'entraîner sur les données passées, on va lui dire voilà ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le futur, sachant que la seule chose dont on soit sûr dans le futur, c'est que le mois de février succédera au mois de janvier, mais qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas d'informations fiables sur le futur en dehors de ça. Donc, si on veut de la visibilité long terme sur des ventes B2C, ça sort un peu du monde de l'outillage, il ne faut pas être naïf. On est sur de l'intelligence économique. Si on veut connaître les ventes à long terme en B2C, il faut avoir une idée de ce que font vos concurrents. Il faut avoir une idée de l'évolution de la mentalité des consommateurs, des modes. Et alors, je mets au défi toutes les IA du monde de prédire quelle couleur sera la mode dans 2 ans, parce que dans 1 an, les gens savent le faire, mais dans 2 ans. Donc, il y a plus de l'intelligence économique, et l'intérêt d'un process SNOP, c'est au moins de collecter l'information et d'avoir un endroit et un moment dans l'entreprise où ça peut être débattu. Et après, ce qui est intéressant avec un outil SNOP, c'est qu'on peut sortir des grandes tendances. En 2025, on vendra du bleu, ben super. Et comment ça va se décomposer, sur quels produits, etc. Ben ça, on peut demander à un outil de s'en occuper et de commencer à anticiper les appros. Mais savoir que le bleu sera à la mode, ça va être un peu plus compliqué. Après, Ouais. pardon, vas-y, je t'en prie. Non, et puis, sur les grandes tendances comme ça, c'est de l'intelligence économique. On a plus besoin d'un chat GPT à la limite pour dire quelles sont les couleurs dont on parle le plus en ce moment en Asie. Voilà, ça et ce que les gens font depuis longtemps dans les métiers. Alors, je prends l'exemple de la mode parce que c'est là que c'est le plus compliqué. Mais à long terme, ça reste toujours un exercice un peu compliqué. Il y a quand même aussi quelque chose, tu as parlé en fait du machine learning, c'est vrai que pour prédire, ça peut être compliqué. Par contre, là où le machine learning peut avoir un intérêt, c'est aussi comprendre un petit peu les facteurs qui vont driver mes ventes dans le passé. Donc, c'est de se dire, voilà, la complexité, on ne sait pas prédire, comme tu l'as dit, l'avenir de la météo, le climat, enfin la météo sur les 3 prochaines semaines, certes, mais sur les 2 prochaines années, c'est compliqué. Par contre, des données qui sont disponibles dans le passé, on en a beaucoup. On a des indices macroéconomiques pour les personnes qui seraient plutôt dans par exemple des équipements qui seraient plus importants, des indices de construction pour ceux qui seraient par exemple dans les climatisations ou autres. Et donc derrière, au moins, on peut faire ces analyses qu'on appelle de corrélation, c'est de dire, voilà, mes ventes, quels sont les gros drivers qui vont expliquer mes ventes? Est-ce que c'est l'indice de richesse dans un pays, les indices de construction, pour au moins essayer d'expliquer ce qui va vraiment être important. Et comme tu as tout dit, c'est vrai que derrière, c'est de l'intelligence économique, c'est de se dire, une fois que je sais, que j'ai compris que mon métier était très drivé par l'indice de PIB, la valeur, enfin, les bons indicateurs, derrière, c'est l'humain qui va pouvoir ajuster la prévision en connaissant ça. Et voilà, faut pas voir non plus l'IA ou le machine learning comme une boîte, une magnifique boule de cristal qui va pouvoir tout extrapoler. Ça peut nous permettre au moins d'essayer de comprendre un peu nos données, ce qui drive notre business.
Oui, oui, tout à fait. Alors après, la question ne portait pas sur l'IA, donc, mais sur comment faire. Mmh, Et comment faire, c'est l'intelligence économique. Et tout à fait. en théorie, vous avez dans les sociétés des gens dont c'est le métier d'essayer de se projeter, le dit dirigeant très souvent, hein, qui a ce talent-là, euh, de se dire, l'avenir c'est le cloud ou l'avenir ça va être les produits réutilisables ou voilà. Euh, Je pense qu'on peut effectivement passer à la suite parce que le temps file et qu'on a on a quand même encore la suite. Voilà. Je vais peut-être partager mon écran. Alors, on a un petit outil, pas de démo aujourd'hui, on l'a déjà dit, pas de démo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous présenter vraiment des analyses de retour sur investissement. Alors, attendez, je vais me concentrer, partager l'écran. Euh, Écran complet, celui de droite, partager, partager. Ça devrait venir. Voilà. Impeccable. Euh, on a un petit outil, on a construit un petit outil d'analyse de retour sur investissement parce qu'on se rendait compte que c'était un besoin chez nos clients, nos prospects, de se dire très bien, je vais investir dans une solution, mais voilà. Il y a un peu de frilosité ou un peu d'arbitrage dans les investissements. Les sociétés ne peuvent pas investir de façon illimitée. Donc, dans le choix des investissements, il y avait ce besoin de savoir combien ça coûte, combien ça rapporte, etc. Donc, on a fait un petit Excel basé sur les retours aussi qu'on a de nos clients, avec qui permet, j'aurais pas dû dire que ça se voit pas, mais on entre en paramètre un chiffre d'affaires société, donc j'ai pris 50 millions d'euros par exemple, une marge brute globale qu'on rentre également, on va dire 15% dans cet exemple-là. Rien d'incroyable. En moyenne, une rotation de 25, 8 semaines de stock. Donc là aussi, c'est même plutôt un stock assez bas par rapport à ce qu'on rencontre souvent. Ok, des coûts de gestion de stock à 3% de la valeur, c'est un peu le benchmarking, les standards habituels. 1% de produits obsolètes qui sont invendus. Bon, c'est une hypothèse, 2% de rupture du chiffre de vente perdue, 5% de chiffre d'affaires livré en retard et un mi-temps pour s'occuper de la planification. Voilà. C'est un cas un peu moyen, c'est ce qu'on rencontre très souvent chez nos clients avant mise en place d'une solution. Chez ceux qui font à la main, à grand coup d'Excel, Kamel répondrait après. Il n'y a pas de réponse universelle à votre question. Euh, voilà. Autre paramètre, et ça c'est plutôt sur la projection de ce qu'on compte gagner, un gain de 15%, une réduction de 15% des stocks. Hein, donc important, ce qui est écrit en petit en dessous, chez nos clients on mesure un peu plus que ça en moyenne. Hein, on est plutôt entre 20 et 30, mais 15% c'est presque une certitude qu'on va réussir à gratter 15% sur les stocks. Diminution des produits obsolètes, donc alors c'est pas 15% c'est 15% des 1%. Hein. Enfin, c'est clair, c'est que si vous avez pour 10 000 euros de produits obsolètes chaque année, on espère que vous aurez pour 8 500. Donc on réduit un petit peu les obsolescences et on gagne beaucoup de temps sur le process. En général, les gens passent 2 fois moins de temps dans le process une fois qu'ils sont équipés que par rapport à un Excel. J'ai mis 40% pour être un petit peu sécurisé, voilà. Et puis une amélioration du taux de service de 2%, qui n'est pas un truc incroyable comme chiffrage. Et en fait, on a fait des calculs assez savants, je ne vais pas rentrer dedans, mais effectivement, on a distingué deux cases. Une économie one-shot qui vient essentiellement de la réduction de stock. En fait, la réduction de stock, si vous avez 600 millions de stock, même une réduction de 1%, ça vous paye mais tellement de choses. Euh, donc, on a une réduction du stock qui vous fait un apport immédiat. Euh, alors qu'il n'est pas immédiat. Alors, ça n'est pas instantané, on va le voir après, c'est pas instantané parce que une fois que vous mettez en place un process, etc., ben, il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Vous avez déjà des encours de commandes, vous avez déjà des choses en cours, donc c'est pas instantané. Le chiffre d'affaires tombe pas d'un coup, vous dégagez pas 1 million là de caisse là directement. Mais sur 6 mois à 1 an, suivant vos délais d'appro, etc., mais sur 6 mois à 1 an, vous allez effectivement réduire vos stocks de manière significative. Et puis après,
dans les opérations continues, vous avez des réductions de coûts parce que moins de stock égale moins de coûts de stock, égale moins d'obsolescence, égale moins de temps passé. Alors, le temps passé, on ne va pas licencier les gens, mais le temps que vous gagnez sur un process, il peut être investi sur d'autres choses qui sont intéressantes pour l'entreprise. En tout cas, on l'a valorisé de la même manière. Et puis effectivement, sur les ruptures ou sur les retards, ça nous fait des changements de marge. Et par rapport au temps que le process met à se mettre en place, en fait, on s'est fait un petit graphique qui permet de voir qu'effectivement, dans un cas comme je viens de le montrer, qui est vraiment pas exceptionnel pour ce qu'on rencontre, hein, on a un retour sur investissement de quelques mois en fait. C'est-à-dire que dès que le stock va commencer à baisser, ça va très vite vous payer l'investissement, en tout cas un investissement Colibri. Pour le coup, nous, on l'a fait quand même par rapport à nos coûts. Et vous allez très très vite, au bout de 2 ans, vous aurez gagné quasiment 1 million d'euros dans un exemple comme ça. Donc ça peut paraître incroyablement beau, mais c'est quand même ce qu'on mesure régulièrement. Alors, si jamais certains d'entre vous sont dubitatifs, j'ai même fait, hop, attendez, je vous en trouve un autre. J'ai fait un exemple qui était possiblement pessimiste, en se disant, je suis déjà bon, je n'ai pas grand-chose à gagner. Pour se dire, ok, je me mets dans un cas moins favorable. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat si je vais trop vite. Donc j'ai pris un plus petit chiffre d'affaires, une faible marge qui laisse penser qu'il n'y a pas grand-chose à gratter. Bon, j'ai gardé mes 8 semaines de stock parce que c'était déjà pas beaucoup avant. Les coûts de gestion de stock, c'est un peu un standard. Allez, pas d'obsolescence, vos produits, vous pouvez les garder 10 ans en entrepôt. Pas de rupture, ce que vous vendez pas maintenant, vous le vendrez plus tard avec du retard. Donc, bon, je suis pessimiste. 3% du chiffre d'affaires livré en retard parce qu'il ne faut pas non plus, si vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas à ce webinaire. Voilà. Et vous y passez que 5 jours par mois. Donc d'abord, bravo, hein, parce que c'est un beau résultat pour uniquement un carton. Si vous êtes dans ce cas-là. Et on se dit, les stocks, si j'ai réduit de 5%, voilà, j'ai réduire de 5%. C'est quand même, pendant longtemps, je disais, les stocks, il suffit de les regarder pour qu'ils baissent. Hein. Enfin, dès que vous vous occupez du souci, vous voyez tout ce qui ne va pas. Donc un simple reporting peut vous aider. L'obsolescence, c'est bien, mais comme il n'y a pas de produit obsolète, ça ne change rien. Le gain sur le process, vous passez 5 jours par mois, donc vous en passerez même un peu moins si vous voulez tout faire en automatique. Et puis on améliore le taux de service de 1%. Voilà. Donc vraiment des hypothèses hyper pessimistes, si je peux dire. Et bien même dans ce cas-là, ça met une année. Mais au bout d'un an, vous avez remboursé l'investissement, donc un retour sur investissement de 12 mois, c'est pas si mal. Et puis vous êtes à 150 000 euros, 200 000 euros de gains nets assez rapidement par la suite, et avec en plus un outil qui vous apporte tous les bénéfices qualitatifs ou le fait d'être préparé pour le futur. Donc vous voyez que même sur des hypothèses hyper restrictives ou pessimistes, on arrive quand même à des gains qui sont quand même avec un retour sur investissement qui est rapide. C'est ça que je voulais dire. Un retour sur investissement qui est rapide et qui permet quand même de gagner beaucoup. Alors, j'ai fait plein d'autres simulations. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez simuler avec vos propres chiffres. Je vois qu'il y a une petite discussion là sur le chat sur des chiffres un peu plus importants que ceux que j'ai rentrés, mais on, on, Nicolas a répondu. Tout à fait, oui. Voilà, il n'y a pas de métrique universelle, il n'y a pas de KPI universel, ça dépend des industries. Si vous êtes dans les vins et spiritueux, 2,5 mois de stock, c'est vraiment pas assez. Hein. Voilà. Si vous vendez du cognac, ce serait bien d'avoir 2-3 ans de stock, hein, mais parce que vous le faites vieillir et qu'il prend de la valeur en vieillissant. Si vous vendez des sushis, c'est pas bon, quoi. Enfin, donc, il n'y a pas de. C'est une discussion qu'il faut qu'on ait en direct en fonction de votre métier. En revanche, et de voir aussi ce qu'on peut gagner en fonction de vos délais d'approche. Je crois que la question a été posée. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, merci Cédric. L'idée aussi, c'est voilà, faut pas hésiter à rentrer dans une discussion un peu plus spécifique avec nous si vous souhaitez même qu'on éprouve un petit peu plus ce scénario-là.
quitte à derrière aussi enchaîner sur une démonstration pour voir comment ça se matérialise. Et voilà, ça vous aurez une vision complète des gains et de ce qui peut être fait. Je crois que les niveaux questions, il n'y en a plus, Cédric. Je suis en train de vérifier en même temps, mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions qu'il y avait. Je crois que vous avez fait le tour, en effet. Avec l'aide de Nicolas, Pauline, Alexia qui répondent à vos questions directes. Merci pour notre votre aide. Intelligence artificielle est très forte. Notre chatbot, ouais. Notre chatbot. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne peux que vous remercier encore d'être venu pour ce webinaire, de vous rappeler de ne pas hésiter à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur Colibri. Alors, une petite question, comme il est 57, on est obligé de répondre là quand même. On a le temps. Quel point de départ dans les gains affichés? Alors, effectivement, nos clients très souvent, les clients qui utilisent les solutions Colibri partent en général d'Excel. En vrai, il y a quelques cas où c'est différent, mais en général, ça part d'Excel. Avec une variété de situations, ça part d'Excel et plutôt mal géré, ou ça part d'Excel, mais d'un Excel plutôt performant. Mais en général, ça part d'Excel avec un process pas trop en place, on va dire en moyenne, avec quelque chose qui repose sur des individus, plus que sur un process formalisé. Je pense que c'est ça le point de départ. Après, je ne vous ai pas mis un ROI exceptionnel comme on a pu en voir chez certains de nos clients parce que ça crée vraiment ça crée du doute. Mais on a vraiment vu effectivement sur des gens qui partaient de très très loin, le fait de mettre en place une solution comme Colibri, ça met le process en place, ça oblige les gens à travailler suivant les bonnes pratiques. Donc c'est pas que l'outil qui fait le gain, c'est l'ensemble évidemment, process plus outil qui fait le gain, mais on a eu des gains bien plus spectaculaires que ce que je vous ai montré même sur le premier exemple. Le délai, 3 mois? Je te laisse répondre à celle-là, Mehdi. C'est une question qui nous est posée, quel est le délai d'implémentation de la solution Colibri? Donc là aussi, on aime bien faire des statistiques avant de se prononcer. Donc on a fait une petite statistique sur tous les projets que l'on a fait et raisonnablement le délai d'implémentation d'un module, puisque je ne l'ai pas forcément précisé tout à l'heure, mais Colibri, c'est potentiellement plusieurs modules, donc un périmètre assez large pour vous permettre de répondre quasiment de bout en bout sur la chaîne. Un module, on est aux alentours de 3 mois d'implémentation. 3,7 mois si on voulait être puriste, selon les statistiques extraites par Cédric. Mais voilà, l'idée, c'est que le ROI pour nous, ça va aussi avec la rapidité d'implémentation, puisque c'est très corrélé au délai. Donc 3 mois pour un module, un peu plus si on est sur plusieurs modules. C'est pas une multiplication du nombre de modules, ça s'ajuste si on prend prévision et approvisionnement. Il y a des choses qui peuvent être faites en parallèle, d'autres en séquence, mais voilà. L'idée d'un projet Colibri, c'est 3 mois pour être efficace rapidement et gagner, obtenir des gains très, très rapides. Question. Ouais, ce coup-ci, je crois qu'on est. D'accord, Tout à fait. Voilà, encore une fois, nous vous remercions chaleureusement pour nous avoir assisté toute l'année à tous ces webinaires, en vous souhaitant, espérant avoir pu éclairer un petit peu votre lanterne. N'hésitez pas à nous recontacter s'il y a besoin de discuter, d'avoir une démonstration. Et au nom de toute l'équipe Colibri, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et merci d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire en tout cas. Bonne journée à tous, bon appétit et bonne fête. À très bientôt, au revoir. Merci à tous.